Salut tout le monde. Attendez. Voilà, salut tout le monde. C'est l'histoire des pays. Et aujourd'hui, le pays du jour est la Mongolie. Bon, de toute façon, vous n'aviez aucune surprise puisque c'est marqué dans le titre et dans la miniature. Pour ceux qui ne connaissent pas la Mongolie, c'est plaine, yourte, peuple nomade, 30 000 habitants pour une superficie 2 fois plus grande que la France, yourte, désert, troupeau et encore plaine. Aujourd'hui, ce pays est peu développé. Il a très peu de grandes villes et se trouve écrasé entre la Chine et la Russie. Mais alors je peux vous dire que dans l'histoire, la Mongolie a eu son heure de gloire. Ses origines remontent à la préhistoire quand à l'époque, l'homme de Mongolie découvre cette dernière vers 500 000 avant notre ère. Bonjour les sources précises. Ces hommes évoluent, créent des vêtements en peau de bête, des outils en pierre et découvrent le feu. Vers le 6e millénaire, le néolithique apparaît, donc au revoir préhistoire avec ses grottes et tout ce qui va avec, et bonjour foyer de pierre, armes, outils plus performants, etc. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'élevage dans les plaines s'installe. Au 3e siècle avant notre ère, on voit en Mongolie l'apparition d'une forme de pouvoir, d'une aristocratie qui émerge. Bon, mais ce n'est que des petites tribus, y a rien de concret quoi. Puis la dynastie des Xiongnu arrive au pouvoir en Mongolie au cours d'un affrontement contre la Chine. À l'époque, la Mongolie et la Chine sont de grands ennemis. Cette dernière se réunifie autour de leur empereur, Qi Huangdi, et à la même époque crée la Grande Muraille de Chine pour se protéger des invasions mongoles. En 209 avant Jésus-Christ, Modun Shanyu fonde l'Empire mongol Xiongnu et instaure une armée à la discipline sévère en Mongolie. Elle possède alors des territoires qui s'étendent du nord de la Chine jusqu'au sud de la Russie. Entre l'an 1 et 100, les Mongols sont chassés de la Chine. Au IIe siècle, les Xianbei détrônent les Xiongnu. Il va ensuite y avoir une succession de dynasties qui vont régner en Mongolie. Les Xianbei du 2e au 3e siècle, les Rouhan du 4e au 6e siècle, les Koks turcs du 6e au 8e siècle, les Ouïghours du 9e au 10e siècle et les Khitans du 10e au 12e siècle. À partir des Koks turcs, qui sont le 2e empire de Mongolie, chronologiquement derrière les Xiongnu, l'empire commence à s'expandre. En 1206, Gengis Khan crée l'Empire des Khans, conquiert une grande partie de l'Asie et crée le plus grand empire de tous les temps. Il meurt en 1227 et ses successeurs, habiles et guerriers, agrandissent énormément l'empire en y ajoutant toute la Chine, l'Ukraine, le Pakistan, l'Iran, une grande partie de la Turquie et bien d'autres pays conquis qui couvrent à son apogée 33 millions de kilomètres. Pour ceux qui ne se rendraient pas compte, dans 33 millions de kilomètres, on pourrait mettre 52 France. Mais à toute gloire, il y a déclin. Oui, cette expression va de moi. La Mongolie du départ des conquêtes, celle que l'on connaît, se dépeuple du fait que la population migre vers les territoires conquis qui sont plus riches, ce qui la rend désertée et appauvrie. En 1294, l'empire trop vaste à gouverner se scinde en 4 régions, si bien qu'il n'y a aucun véritable dirigeant. En 1368, la Mongolie perd la Chine au cours d'une révolte chinoise et vit un effondrement économique du pouvoir. Pour info, en Chine, avant l'invasion mongole, il y a la dynastie Jin. Quand Kublai Khan conquiert la Chine, il instaure la dynastie Han, qui contrôle toute la Chine, la Mongolie et le sud-est de la Russie. Et après la révolte chinoise, la dynastie Ming arrive au pouvoir, mais j'en parlerai dans une future vidéo. Les Mongols suivent deux courants différents, les Mongols orientaux, descendants de Gengis, et les Mongols occidentaux ne sont que des princes. Togon, chef des Mongols occidentaux, réussit à dominer toute la Mongolie après une guerre civile, mais Mandukai Khatun, une femme incroyable, va renverser la situation. Elle recueille un des derniers descendants des Khan et le place sur le trône,
Puis elle chasse les Mongols occidentaux de Mongolie, ce qui permet de restaurer les Mongols orientaux. Cet enfant, Dayan Khan, réunit la plupart des tribus mongoles et pacifie son pays. En 1586, le bouddhisme devient la religion officielle mongole. Du côté de la Russie, la Mongolie leur prenne des territoires, les Russes au cours de guerre les reprennent, bref, c'est toujours une atmosphère tendue. Au sud de la Mongolie, quand en 1644, la famille Qing arrive au pouvoir en Chine, ils menacent l'empire mongol et après maintes batailles, s'approprient la plupart de leur territoire en 1691. Ils matent les derniers révoltés en 1757 et après cela, les seigneurs mongols doivent allégeance à l'empereur chinois. D'autres mesures sont prises par les Qing, comme la restriction du commerce. C'est ensuite au cours de maintes révolutions que la Mongolie déclare son indépendance en 1911, profitant de la révolution chinoise. On place Bogdo Khan sur le trône, mais en 1919, les troupes chinoises occupent la Mongolie et placent ce dernier en résidence surveillée. En 1921, avec l'arrivée des Japonais en Mongolie, Bogdo Khan remonte sur le trône et meurt en 1924. Un régime communiste est alors mis en place en Mongolie, avec au pouvoir un président pas très démocratique, puisque Chogybalsan, élu en 1929, restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1952. Le régime finira en 1990, après la fin de l'URSS. Une nouvelle démocratie se met en place et en 1992, les dernières troupes soviétiques quittent le pays. Aujourd'hui, le président démocrate Tsakhiagiin El-Bejdorj est au pouvoir depuis 2012. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La Mongolie a une histoire passionnante qui mérite de s'y intéresser. Moi je vous dis à la prochaine, salut!